Cerno, une anti-enquête. Épisode 114. Je suis dans le quartier du Marais, à Paris. J'ai rendez-vous avec Céline Sciamma, la cinéaste. Je sais pas pourquoi. Bonjour. Tu veux rentrer? Tu veux un café? Bah oui, volontiers. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'étais toute petite, mais justement, je pense que c'est un fait divers extrêmement marquant pour des enfants. J'habitais à Cergy, mais je venais à Paris quelques fois par an, parce que ma tante vivait à Paris, dans ce quartier, et elle travaillait au Paradis Latin. Homosexuel, Thierry Paulin se produisait au Paradis Latin la nuit et tuait des vieilles dames le jour. Une de mes premières sorties parisiennes de toute mon existence, c'est aller au Paradis Latin en 1983. Au bout de la rue Pajol. Les yeux de Paulin étaient rouges. D'abord, l'objet convoité, le porte-monnaie. Madame? Oui, non, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, la filature discrète, jusqu'au domicile. Est-ce que je peux entrer? La porte est ouverte. Escalier 2, 3e étage. Elle avait un vieux manteau en poil de chameau. Qu'est-ce qu'on mange? Je l'ai attrapé à la gorge. Eh bien, j'avais envie de vivre. Ils l'ont massacré. Mais pourquoi? À Paris, on tue les vieux. Chacun son tour. Si vous ressentez le besoin de comprendre, Cerno. C'est quoi la vie, Brigitte? continuez votre chemin, continuez votre chemin. « 3, 2, 1. Et toi, donc, en 1983, t'as vu ton premier spectacle au Paradis Latin? Ouais. Tu avais 5 ans. C'est ça. Le spectacle, il se tient entre octobre et décembre 83. Donc moi je suis née en novembre 78. Et le spectacle, ça s'appelait Le Rayon Bleu. Et c'était un spectacle assez fou. C'était une comédie musicale. Et c'était une petite fermière qui partait, je ne me rappelle plus vraiment, mais dans une épopée avec des extraterrestres. Elle devenait amie avec un robot, tout ça chantait. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de lutte des classes aussi, je me souviens pas très bien. Mais je me souviens encore des paroles des chansons, tu vois, donc c'est ça le truc aussi, quoi. Mais c'était ton premier spectacle? Bah, je pense que c'était mon premier spectacle, ouais. J'ai un souvenir très très précis d'aller dans le café avant le spectacle, c'est possiblement la première fois que j'étais dans un café. Je me souviens d'être complètement en absorption, de que tout était nouveau, et d'être très intimidée par cette grande salle de spectacle et tous ces enfants, d'adorer le spectacle, d'être à fond dedans. Et c'est toujours resté un peu dans un coin de ma tête ce moment au Paradis Latin, où je ne suis jamais retournée ensuite, d'ailleurs. Et t'étais quel genre de petite fille? Parce que souvent dans tes films, on voit des petites filles absolument géniales. Ben, je pense que je m'imaginais soit journaliste, soit détective plus tard. Ah oui? Et avec cette idée que c'était le même travail, en fait. Et je pense que tu vas pas me contredire. Non, mais qu'en tout cas, le journalisme, c'était de l'investigation, quoi. Enquêtrice de voisinage. L'affaire Paulin, c'est une affaire que je finis par comprendre plus tard. Mais par contre, je m'en souviens bien. Parce que moi, je sépare pas l'affaire Paulin de l'affaire Grégory, en fait, dans ma perception d'enfant. Oui, c'est-à-dire que c'est la même époque. Et l'affaire Grégory a fait un peu écran à l'affaire Paulin. Et d'ailleurs, j'ai vérifié juste avant notre entretien, là, quand je t'attendais. L'assassinat de Grégory Villemain, c'est octobre 84. Donc c'est en même temps. C'est en même temps. Ouais. C'est absolument en même temps. Et c'est à se demander... Je sais pas s'il y a des astrologues qui t'écoutent. On lance un appel. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 84? Mais que du coup, oui, il y a pour moi un rapport à l'actualité qui se noue, je pense, à ce moment-là. Et qui est un rapport... qui est pas mal lié aux faits divers, parce qu'il y a ces deux grands faits divers qui prennent de la place et qui touchent, et pourquoi c'est marquant pour des enfants, je pense, qui touchent les plus faibles, quoi. Qui touchent les enfants d'un côté, l'assassinat d'un enfant au cœur de sa famille, donc qui dénote comme ça une espèce de... Pour moi, c'était un signal d'alerte et une première vérité gigantesque apprise dans l'enfance, c'était qu'on n'était pas en sécurité dans sa famille, possiblement c'est ça que raconte l'affaire Villemain. Ouais. Je pense que cette affaire Grégory a été effectivement une catastrophe, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement dans ma vie en 1984. Et ça dure pendant des... Anxiété. Anxiété totale. Et ça dure pendant des années avec un mystère comme si... Et c'est là où l'affaire Grégory,
c'est un Scooby-Doo absurde. Parce qu'on cherche le coupable alors qu'on sait très bien que le coupable, c'est la famille. Que ce soit la grand-mère, le grand-père, l'oncle. Qu'est-ce que ça change, en fait ? Mais oui, le fait qu'un enfant puisse être assassiné, on avait tous les détails, les cordelettes. Moi, je me souviens d'une sensation de violence dans la télé et ouais, une sensation d'insécurité, en fait. D'une menace qui échappe, et qui est une menace, mais je pense que ça parle aussi du coup d'une angoisse sociale qui monte et d'une violence sociale qui monte en fait. Et puis de l'autre côté, c'est la solitude des vieilles dames des grandes villes et c'est cette précarité-là et donc c'est l'extrémité du spectre des précarités. Et même Paulin est une précarité française, très française. Et donc il y a quelque chose comme ça pour moi d'une époque qui circule entre ces faits divers qui sont très français. Voilà. La nuit dernière, un petit garçon de 4 ans, Grégory, a été retrouvé mort dans les eaux de la Vologne, à quelques kilomètres du domicile de ses parents, où il avait été enlevé en fin d'après-midi. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. Et moi, j'ai toujours une passion pour les vieilles dames, en général. C'est la chose la plus... Effectivement, la plus structurante, sans doute. En tout cas, en termes de transmission. C'est les relations les plus... C'est pour ça que c'est insupportable d'imaginer des vieilles dames qui souffrent. Pour moi, c'est absolument... c'est vraiment à elles que je pense et c'est pas du tout à moi plus tard, par exemple. Même si ça peut commencer. Encore un peu de temps. Et c'est vraiment aussi quand je vois le film de Claire Denis. J'ai pas sommeil, donc inspiré de l'affaire Paulin. J'ai pas sommeil, donc je crois que c'est quoi ? C'est 94 ? J'ai pas... Et c'est là que j'interroge ma tante sur cette histoire du paradis latin. Et en fait, elle me dit que oui, elle était en même temps que lui, mais elle en fait pas du tout une histoire ou une affaire. Et je lui pose beaucoup de questions à ce moment-là. Comment il était ? C'était quoi sa présence ? Oui, qu'est-ce que ça fait rétrospectivement ? Elle voyait pas du tout l'intérêt de ces questions. Et en même temps, elle était habilleuse au paradis latin. Et ça aussi, ça me fascinait quelque part. Il y avait cette question des coulisses, de la transformation des artistes. Et c'est comme si cette histoire, elle faisait un peu partie de tout ça aussi en même temps. Et moi, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse beaucoup En tout cas, c'est l'endroit où, par moments, je fais des recherches, où je vois bien que le point d'entrée dans cette histoire, c'est beaucoup le cabaret, les boîtes... et toute la vie, en fait. Je crois que ce qui m'intéresse, et c'est aussi pour ça que je trouve passionnante l'écriture de ce que tu fais, c'est plus justement, pas du tout les pulsions de mort, mais toutes les pulsions de vie qu'il y a dans cette histoire. Et qui concernent aussi bien Paulin que les victimes, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est le rocambole, le paradis latin, trouver les archives de ces moments-là. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et c'est cette fête parisienne de l'époque, ce moment où il y a toutes ces boîtes à la périphérie, parce que le rocambole, c'est Villecreine, c'est des bus qui partent de Châtelet, c'est 40 minutes de trajet. Et tous ces voyages-là, c'est ceux-là qui m'intéressent. Et aussi les pulsions de vie du côté des vieilles dames. Parce que c'est la même chose, c'est ça qui t'intéresse aussi. C'est-à-dire, dans toute cette morbidité, la chose la plus... que finalement on cherche à approfondir, c'est... Pour moi, des deux côtés, c'est ça, c'est la vitalité. Et après, c'est... Et du coup, il y a une... Pour moi, c'est ça un peu mener l'enquête, c'est faire... En tout cas, quand je réfléchis à cette histoire, c'est beaucoup par des archives et par des faits. C'est-à-dire, par exemple, si d'un coup tu découvres que Johanna Secaresco, elle a été au cinéma la veille de son assassinat, c'est incroyable comme découverte, tu vois. Et ça, par exemple, je réfléchis à ça. Je me dis, tiens, quel film Johanna Secaresco elle a pu voir le mois avant sa mort ? Et moi, mon avis, c'est que c'est Paris, Texas, par exemple, tu vois. Et ça me fait du bien d'imaginer ça, et je pense que c'est vrai. Tu crois ? Paris, Texas ? Je me dis ça, tu vois, tu regardes c'est quoi les box-office de ces années-là, et tu dis, bon, ok, les Parisiens, notamment, ils ont été voir, et c'est toujours intéressant de voir c'est quoi c'est quoi l'actualité à ce moment-là, et l'actualité de cet art-là, par exemple, c'est Amadeus, 700 000 entrées.
Donc tu vois, par exemple, elle aurait très bien pu voir Amadeus. C'est sorti fin octobre. C'est vrai qu'alors, Ioana Secaresco, elle habitait à 2 pas de la place de Clichy. Il y a un énorme cinéma, le Pathé Vepler. Ouais, c'est sûr. Et c'est des gros succès à ce moment-là. Paris, Texas, Amadeus. Puis globalement, les grands films, ils sortent à ce moment-là, à l'automne. Amadeus, the man, the music, the magic, the madness, the murder, the mystery, the motion picture. Donc, t'as 5 ans, ta tante a une vingtaine d'années, elle est habilleuse au Paradis Latin. Donc c'est elle qui t'a invité au Paradis Latin. C'était quelle figure pour toi, ta tante? Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi? Elle représentait, je pense que clairement, elle représentait une possibilité de vie, justement, une alternative. Elle était danseuse, elle vivait seule à Paris, elle était habilleuse au Paradis Latin, elle fumait, elle était... Ouais, elle avait... Et je pense qu'elle ressemblait aussi aux jeunes femmes de cette époque. Et du coup, elle était inspirante. Et elle l'est d'ailleurs toujours restée. Mais donc, il y avait beaucoup... Elle me racontait beaucoup sa vie, posait beaucoup de questions. Donc oui, c'était ça. Et puis c'était Paris. C'était Paris, c'était ce quartier, les vieilles pierres, les histoires. Du coup, évidemment, je lui ai parlé de ton podcast, donc elle s'est mise à écouter, elle s'est mise aussi à un peu mieux comprendre. Donc j'ai beaucoup de gratitude envers toi déjà, parce qu'elle s'est mise à un peu mieux comprendre mes questions, et surtout à avoir des réponses. Elle s'appelle Anne-Marie, et elle vit en Italie. Je pourrais pas la rencontrer. Eh ben si, parce qu'elle vient elle vient la semaine prochaine. Ah oui? Elle vient bien 15 jours, 3 semaines. Elle vient régulièrement. Donc oui, si, c'est complètement possible de la rencontrer. Tu penses qu'elle serait d'accord? Ouais, je pense qu'elle serait d'accord. Peut-être qu'on pourrait aller au Paradis Latin avec elle. Bah ouais, faudrait peut-être y aller. Je pourrais essayer d'organiser ça. Tu penses que ça a changé? Je sais pas, elle nous dira. Je sais pas s'ils sont très sympas. Ouais, je sais pas non plus. On irait tous les 3? Ah bah moi, je suis chaude pour y aller, hein, ça c'est sûr. Hein. Aller dans les lieux, c'est vraiment pour la présence des lieux, et puis ce truc de sentir... ça nous ouvre les portes d'une époque, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe aussi autour de ton travail. Et toute la dynamique fantomatique qui grandit dans l'écriture, là, c'est hyper beau. Je sais plus ce qui se passe. J'imagine. Non, mais je suis perdu. Oh, non, mais Mais c'est ça qui est super passionnant, c'est le fait que les mystères s'épaississent, c'est comme à mesure que les dimensions, que les portes s'ouvrent, ça c'est... Mais ça doit être vertigineux, je pense à toi, je me dis, ah ouais, ça doit pas être... Non, mais c'est une décision quand même, Parce que ça va jamais s'arrêter, quoi. Ouais, non, jamais. C'est sûr, ça va jamais s'arrêter. Ah, jamais, jamais. Mais toi, t'es OK avec ça? Oui, au contraire, je pense que pour moi, c'est super. Ça te rassure maintenant? Oui. Ouais, oui. OK. Non, ça me rassure. Ouais, j'aurais du mal à arrêter, en fait. Non, je peux pas, c'est pas possible. Je pense qu'il y a une vraie part de mythologie dans les faits divers et que c'est aussi pour ça qu'on les regarde et que plus on les regarde profondément, plus on... J'allais dire, paradoxalement, plus on s'approche de la mythologie aussi. Toi, tu travailles sur quoi en ce moment? Je réfléchis à écrire. J'en suis à cette étape. Donc, justement, je suis dans la collecte des signes. Mais j'ai fait 2 films, l'un après l'autre. Donc, je suis pas pressée. Mais ouais, je réfléchis à la suite et je réfléchis un peu au récit d'enquête, justement. Ah, d'accord. Donc, je savais pas que tu voulais être journaliste et enquêtrice. Ouais. Oui, je voulais être présidente de la République aussi, tu sais, je voulais être... Mais oui, quand j'étais enfant, ouais, c'était... Je voulais mener des enquêtes. Mais je considère que c'est un peu mon taf, hein. Pour moi, vraiment, écrire un film, c'est résoudre une énigme. Ouais. Tu collectes des indices de ce que tu veux faire, et tu finis vraiment par trouver des résolutions où tu as un peu la sensation d'être Hercule Poirot. Mais il y a le côté armchair détective du scénariste, en fait. Vraiment le détective. Enfin, je sais même pas s'il y a une traduction en français de cette phrase. Armchair détective, c'est le détective de fauteuil, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'Internet nous a tous rendus un peu armchair détective. Et
c'est une figure de l'écrivain pour moi, quoi, aussi. De celui qui écrit, quoi. C'est-à-dire, t'es dans ton fauteuil et puis tu mènes ton enquête depuis ton fauteuil, quoi. Mais moi, c'est toujours les personnages d'enquêteurs qui m'ont le plus plu, quoi. Bon, bah merci beaucoup. Et bah non, merci à toi. C'est vraiment, je suis ravi que tu m'aies contacté, merci. Bah moi aussi. Et on se revoit dès que possible avec ta tante. Bah ouais, si on peut aller au Paradis Latin, c'est marrant. Ce soir dans le 18e, on a peur. Le scénario est à chaque fois le même. Les malfaiteurs repèrent les personnes âgées, les suivent dans leur appartement et les agressent sauvagement. Le but, voler leurs économies. 3, 2, 1. Alors je suis présentement assis sur le fauteuil de mon bureau, en mode armchair détective, et j'ai des nouvelles de Thorsten concernant le dossier André Geskov. J'avais demandé à Thorsten si je pouvais interviewer sa mère, et il m'a répondu que sa mère ne voulait pas que je l'interviewe, malheureusement. Alors j'ai demandé si elle pouvait quand même prendre contact avec son amie qui connaît Jacqueline Jolivet, la fille d'André Geskov. Et pareil, Thorsten me répond que l'amie en question est gravement malade et que sa mère n'ose pas la contacter. Je comprends pas très bien pourquoi. Mais bon, ça veut dire que c'était un peu ma seule chance d'entrer en contact avec Jacqueline Jolivet qui n'a toujours pas répondu à ma lettre. Ça fait plus de 2 mois que je l'ai envoyée. Et j'ai bien peur que les dernières traces d'André Geskov ne disparaissent à jamais. Sinon, alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que j'ai rendez-vous avec Céline Sciamma et sa tante Anne-Marie pour aller visiter le Paradis Latin. J'ai fait une demande auprès de l'attaché de presse et on a une autorisation pour visiter librement le lieu, tous les 3. Et puisqu'on sera donc dans ce quartier de Jussieu, du Paradis Latin, j'ai bien envie de donner rendez-vous à Céline et Anne-Marie devant la crêperie du 21 rue de Jussieu. Quand Paulin et Mathurin travaillaient au Paradis Latin, ils fréquentaient cette crêperie, qui était tenue par une femme prénommée Odette, et qu'ils considéraient tous les deux comme leur mère de substitution. Je pense qu'Odette est toujours vivante, elle doit avoir plus de 80 ans, et j'aimerais bien la rencontrer, parce qu'elle a bien connu les 2 tueurs. Elle les a fréquentés très intimement, sans se douter qu'ils avaient assassiné des femmes. Elle a dû vraiment tomber d'un 5e étage au moment de leur arrestation. Et je me demande si Anne-Marie, la tante de Céline Sciamma, fréquentait elle aussi cette crêperie. Et je voudrais leur donner rendez-vous devant pour voir ce qui se passe, si ça réveille en elle des souvenirs. À voir. 3, 2, 1. Je suis devant le 21 rue Jussieu, à 2 pas du Paradis Latin, là où Paulin a rencontré Mathurin. Et le 21 rue Jussieu, c'est là où se trouvait la crêperie d'Odette, l'amie des 2 tueurs, que j'aimerais rencontrer un jour. On est juste en face de la fac de Jussieu, et j'ai rendez-vous avec Céline Sciamma et sa tante Anne-Marie, mais elles sont en retard, donc je vais boire un café ici, au 21 rue Jussieu, dans l'ancienne crêperie. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que c'était une crêperie ici avant ? Crêperie ? Oui. Quelle crêperie ? Ici, est-ce que c'était une crêperie avant dans le temps ? Oui. Oui ? Vous avez connu l'ancienne propriétaire qui s'appelait Odette ? Je sais pas. Non ? Vous la connaissez pas ? Je sais pas, pardon. C'est votre crêperie à vous ? Non, moi je travaille ici, le patron n'est pas là. Ça c'est pourquoi ? Non, je fais un petit reportage sur le quartier. Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Café, non ? Pour tout sur place ? Sur place ? Parce que moi je ferme, parce que je parti. Ah, vous fermez ? Oui. Ok. À partir de 18h, c'est ouvert encore. Ah. Moi j'ai rendez-vous avec médecin. Ah, vous êtes malade ? C'est tenté. Les dents ? Oui, les dents. Vous partez à quelle heure ? Maintenant, tout de suite. Tout de suite. Okay. Bon, bah, tant pis, je reviendrai alors. Merci, monsieur. Au revoir. Le monsieur ferme parce qu'il va chez le dentiste. Et c'est un employé, donc il connaît pas Odette. Donc j'attends Céline et Anne-Marie Sciamma.
Et je sais qu'un peu plus loin, dans la rue de Jussieu, là au bout, vers le paradis latin justement. Ça va Julien? Oh salut! Salut David! Ça va bien? Une petite paralysie. Qu'est-ce qui t'arrive? Côté gauche, un truc éphémère. T'as une paralysie donc du visage? Un truc éphémère. Ça revient dans 6 mois ou 1 an. En fonction des professionnels de santé, c'est plus ou moins long. Ils ont compris que plus on était optimiste, plus ça revenait vite. Ok. Non, tout va bien. Tout va bien. Oui. Ok, d'accord. Tu tournes? Oui, je tourne, moi j'attends quelqu'un, ouais. Je suis en reportage. T'es en train de tourner. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un rendez-vous avec un invité là ici? Oui. Ouais, avec Céline Sciamma. Pour l'enquête? Oui, pour l'enquête. Ouais. L'enquête s'arrête jamais quoi. Jamais, jusqu'à ma mort. Donc toi, on s'est connus à Radio France? Ouais. Moi je suis un... T'étais un technicien à Radio France? Un ingénieur du son? Oui. Donc t'es plus à Radio France? Non, depuis 2017. J'ai passé 8-9 ans là-bas, j'ai quitté le navire. C'était très dur de quitter le navire. Et qu'est-ce que tu fais dans le quartier? J'habite là. Où ça? Rue des Boulangers. Et tu es le bienvenu quand tu veux. Ok. Je vais revenir parce que ici c'est un lieu, le café devant lequel on se trouve, c'est un lieu historique dans l'affaire Paulin. Arrête, c'est vrai? Ouais. Est-ce que je peux le dire? C'est un des cafés les plus pourris du quartier. Ils sont tous très sympas, mais c'est un café très déserté, quoi. Les gens, comme un repère social, n'y vont jamais. D'accord. Il y a d'autres cafés qui sont plus... Ouais, ça a l'air très joli. Ouais, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu vas dénicher ici, alors? Non, alors là, j'ai rendez-vous avec Céline Sciamma parce qu'on va avec sa tante au Paradis Latin. D'accord. Sa tante a travaillé au Paradis Latin. D'accord. Et donc j'ai donné rendez-vous ici, mais je voulais voir un peu le lieu. C'était une crêperie avant en fait. Mais c'est une crêperie encore? Ah ouais. Alors je vais te dire, et je crois que la propriétaire a fait un accident vasculaire assez grave. L'affaire est en train de passer dans une autre main. Mais la nana était très fière de me raconter, 80 ans au moins, de me raconter que... Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Odette? C'est peut-être ça, oui. Tu la connais? Alors, je pense qu'elle m'a peut-être oublié entre-temps, mais elle était très fière de me raconter que la NHK, la télévision nationale japonaise, était venue faire un reportage sur elle, il y a 15 ans ou 20 ans. Il faut qu'on se recontacte alors. Elles sont là. Très bien. Écoute, on se rappelle alors, c'est fou. Quand tu veux. Bonjour. Ciao. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? On a déjà fait une rencontre. À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel. C'était lui qui les torturait. Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Il y a des gens qui savent capter des choses que d'autres ne captent pas. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Ça, c'est sûr. Et n'oubliez pas... Je m'en fous. Ah, ok.